aujourd'hui nous allons poursuivre le travail qu'on a déjà commencé. Donc on va voir ensemble la suite de la série numéro 5. Donc comme je vous ai dit, cette série a été divisée pour des raisons techniques en deux vidéos. Donc aujourd'hui on va essayer donc de poursuivre le travail qu'on a déjà commencé auparavant. Donc voilà, donc on commence avec l'exercice numéro 3. Voilà, donc soit un modèle économique à 4 secteurs avec bien sûr l'introduction de la monnaie, donc c'est-à-dire le modèle global ISLM. Donc la fonction de la consommation s'écrit bien sûr comme suit. Donc C égale 200 plus c'est la consommation compressible, 0,5 YT c'est le revenu disponible, moins 100 I c'est le taux d'intérêt. Donc l'investissement s'écrit également en fonction de l'investissement et de taux d'intérêt, donc 300 plus 0,3 Y moins 300 I. Les autres variables, nous avons la fonction des recettes fiscales T, nous avons les dépenses publiques, donc c'est une variable exogène. L'offre de monnaie également sur une variable exogène 2000, les exportations également sur une variable exogène 400. Donc la demande de monnaie LT égale 0,5 égale la fonction du revenu et la fonction des importations qui s'écrit 100 plus 0,5 Y. Voilà le travail à faire. Première question, on va essayer de calculer le revenu d'équilibre et on va essayer également de quantifier les endogènes de ce modèle. Voilà, donc comme nous l'avons déjà vu, donc il convient d'abord de chiffrer et d'écrire donc l'équilibre sur le marché des biens et services, IS, et par la suite on va essayer d'écrire de chiffrer l'équilibre sur le marché monétaire, LM, et on va essayer donc d'égaliser les deux équilibres pour obtenir le taux d'intérêt et le revenu d'équilibre. Voilà, sur le marché des biens et services, donc il convient d'écrire la fonction de la demande globale. Donc la demande globale égale le revenu global égale, dans cette situation, la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques plus les exportations moins les importations. Il convient de remplacer chaque élément par sa fonction. Donc bien sûr il faut faire attention, c'est que toujours j'ai dit ça, donc la consommation s'écrit en fonction des revenus disponibles, donc, alors que les autres variables qui sont en fonction de revenus, donc il convient de passer les revenus disponibles aux revenus. Donc voilà, on va essayer donc d'introduire donc entre parenthèses, donc, on va donc soustraire les recettes fiscales pour donc passer de revenus disponibles aux revenus. Et on va essayer donc de simplifier cette écriture. L'objectif c'est écrire Y en fonction de I. Et finalement, donc on aura la fonction donc l'équilibre sur le marché des biens et services. Donc Y égale 1437,5 moins 500 I. Donc tout ce travail là, donc je le répète encore une fois, il convient d'écrire la fonction de la demande globale à travers les variables que vous avez, donc puis remplacer chaque élément par sa fonction, faire voilà donc un travail intermédiaire de simplification. Il faut faire attention toujours, comme je vous ai dit, donc au passage de revenus disponibles au revenu. Donc il faut attention, il faut jamais donc essayer de garder la fonction de la consommation en fonction de YT, mais il faut passer du revenu disponible au revenu, donc en introduisant ici la fonction des recettes fiscales. Voilà, moins T. Donc on sait que le revenu disponible c'est le revenu moins les impôts directs, moins T, c'est-à-dire moins T. Voilà. Donc maintenant sur le marché monétaire, l'offre de monnaie égale la demande de monnaie. La demande de monnaie, donc on sait bien qu'il y a deux demandes, la demande de spéculation et la demande de transaction. La demande de spéculation en fonction du taux d'intérêt, la demande de transaction en fonction du revenu. Voilà, donc on va essayer de remplacer les deux fonctions, donc LS plus LT, donc égale l'offre de monnaie 2000, d'accord. Voilà, donc et puis on va essayer, comme nous l'avons déjà fait au niveau donc du marché des biens et services, on va essayer d'écrire Y en fonction de I, donc c'est-à-dire l'équilibre sur le marché monétaire. Donc Y égale 1000 moins 4000 I, plus 4000 I, pardon. Voilà, donc à l'équilibre bien sûr IS égale LM, donc on va mettre donc la fonction de l'IS égale la fonction de LM, d'accord. Donc et puis donc 1437,5 moins 500 I égale 1000 plus 4000 I. Donc on va essayer donc d'obtenir donc le taux d'intérêt d'équilibre. Voilà, dans cette situation, donc le taux d'intérêt d'équilibre c'est 9,72%. Voilà, c'est ça le travail ici, donc on ne va pas tarder ici.
L'objectif, donc, c'est calculer. Donc, la seule variable ici, donc, dans cette équation-là, c'est le i. Donc, il convient donc de simplifier cette équation-là et calculer finalement le i. Bon, et par la suite, donc, le travail consiste à retrouver le revenu d'équilibre donc dans cette situation. Donc, c'est ça, il convient de remplacer i dans la fonction d'is. Voilà, donc le revenu d'équilibre, on va essayer donc de remplacer dans la fonction d'is i par sa valeur 9,72% et on aura donc le revenu d'équilibre. Donc ce modèle donc à l'équilibre donc est caractérisé par un taux d'intérêt de 9,72% et un revenu de 1388,9. Voilà. Alors là, donc la deuxième partie de cette question consiste à quantifier les endogènes de ce modèle. D'accord. Donc première variable à calculer, c'est les recettes fiscales, puis donc on va essayer de calculer le revenu disponible, la consommation, l'épargne, etc. Donc nous avons déjà les fonctions initiales de chaque élément, donc on va essayer de remplacer donc les inconnus par leur valeur, c'est-à-dire le taux d'intérêt et le revenu d'équilibre. P égale 100 plus 0,2 1388,9, c'est-à-dire le revenu, on aura donc 377,78. Deuxième travail à faire consiste à calculer le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est le revenu moins les recettes fiscales, donc vous aurez 1011,12, pardon. La consommation, donc j'ai calculé ici donc le revenu disponible pour pouvoir calculer la consommation qui est fonction du revenu disponible et non pas de revenu. D'accord. Voilà, donc la consommation 695,84. L'épargne, c'est le revenu disponible. Le revenu disponible moins la consommation, le revenu disponible c'est 1011,12 qu'on a calculé en haut, moins la consommation qu'on a calculé tout à l'heure, donc on aura une épargne de 315,28. Voilà, donc pour les importations, donc c'est simple, donc 0,5 y plus 100, y c'est 1388,9, donc on aura un montant total des importations qui s'élève à 794,45. Pour le niveau des investissements, c'est la même chose, donc il convient de remplacer y et i. Donc faites attention, l'investissement est fonction de i et de y. Donc 300 plus 0,3 y moins 300 i. D'accord. 1388,9 c'est le revenu d'équilibre, 9,72 c'est le taux d'intérêt d'équilibre. Voilà, la demande de monnaie également, donc 0,5 y. D'accord. Et finalement la demande de monnaie, donc la demande de monnaie de spéculation et la demande de monnaie de transactionnelle. La demande transactionnelle et la demande spéculative. Donc la demande spéculative s'écrit 1500 moins 2000 i, donc on remplace i par sa valeur, donc on aura 1305,6. Entre parenthèses, donc certains étudiants ont réclamé qu'ils n'avaient pas la possibilité d'accéder à la page, donc je pense qu'ils doivent, pour accéder bien sûr aux capsules vidéo et aux cours qui ont été déposés par M. Slimani, il convient de contacter donc le plus vite l'administration afin de récupérer bien sûr l'adresse email institutionnelle. Donc c'est la seule possibilité pour eux pour avoir la possibilité d'accéder aux cours et aux capsules vidéo. Il n'y a pas d'autre solution puisque l'administration exige donc la publication des cours et des corrigés donc sur la page ou bien la plateforme officielle. On n'a pas d'autre possibilité. Je m'excuse encore une fois pour ceux qui demandent que je leur envoie donc les vidéos, donc j'ai pas là cette possibilité. Donc je ferme les parenthèses, on continue donc la deuxième question, quelle est la nature des crédits précédents, sachant que le revenu de plein emploi s'élève à 1400. Voilà. Bon, donc on a déjà répondu à ce type de questions. Donc il convient maintenant, donc on a déjà calculé dans la première question la demande globale. Donc la demande globale s'écrit 0,2 y plus 1150 moins 400 i. Maintenant on remplace y par sa valeur de plein emploi afin de pouvoir calculer la demande globale de plein emploi et bien sûr de déterminer la nature de l'équilibre. En remplaçant y par sa valeur de plein emploi, on aura donc bien sûr LEI avec sa valeur de plein emploi, on aura 1391,12. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le revenu de plein emploi, donc c'est-à-dire l'offre globale de plein emploi,
dépasse la demande globale de plein emploi. Donc dans cette situation, on peut dire qu'il y a un écart déflationniste qui s'élève à la différence bien sûr entre l'offre globale de plein emploi et la demande globale de plein emploi. Donc dans cette situation, on a un écart déflationniste de 8,88. D'accord. De la même façon, le revenu de plein emploi qu'on a calculé tout à l'heure est inférieur par rapport au revenu de plein emploi, donc il s'agit d'un équilibre de sous-emploi. Donc lorsqu'il s'agit d'un équilibre de sous-emploi, l'État doit intervenir à travers une politique, bien sûr, que ce soit une politique monétaire, une politique budgétaire, ou bien une politique, bien sûr, des échanges extérieurs. Donc, de toute façon, il s'agit donc d'une politique de relance, afin donc de stimuler la demande globale et parvenir à l'équilibre de plein emploi. Voilà. Donc maintenant on va essayer de voir comment doivent varier les dépenses publiques et les recettes fiscales pour atteindre le plein emploi. C'est-à-dire on va essayer d'évaluer donc une politique budgétaire de relance. Première possibilité, donc l'action sur les dépenses publiques. L'augmentation bien sûr de la demande. On en a bien sûr deux méthodes, comme nous l'avons déjà vu dans la série 4 et la première partie de la série 5, que ce soit la méthode globale ou bien la méthode du multiplicateur, les deux méthodes sont valables. Donc j'ai choisi ici donc de travailler avec la méthode globale. Donc la demande globale qu'on a calculée tout à l'heure c'est 0,2y plus 1150 moins 400i. Mais maintenant pour aboutir à la demande globale de plein emploi, il convient d'ajouter ce qu'on appelle delta G, c'est-à-dire le niveau donc supplémentaire des dépenses publiques qui permettent d'atteindre le niveau de plein emploi. D'accord. Donc l'objectif c'est calculer ce delta G. Donc on remplace bien sûr y de plein emploi avec sa valeur 1400. Donc il convient donc de calculer donc ce delta G. Voilà, donc delta G c'est 8,88. N'oubliez pas que c'est le niveau de l'écart déflationniste qu'on a calculé tout à l'heure. D'accord, donc je répète encore une fois, donc il convient d'écrire la fonction de la demande globale qu'on a calculée dans la première question, 0,2y plus 1150 moins 400i, plus le delta G, c'est-à-dire plus l'augmentation nécessaire des dépenses publiques qui va nous permettre donc d'atteindre le niveau de plein emploi. Donc l'objectif c'est calculer ce delta G. Donc là, il convient de remplacer y par le niveau de plein emploi, i avec le niveau de plein emploi, y de plein emploi également, et calculer ce delta G. C'est très simple. Donc c'est le seul élément qui manque dans cette équation, c'est le delta G. Voilà. Maintenant, la deuxième possibilité, donc, c'est l'action sur les recettes fiscales. Donc, on a vu l'action sur les dépenses publiques, l'augmentation des dépenses publiques. Maintenant, la baisse des recettes fiscales. Au niveau des recettes fiscales, nous avons deux possibilités également. Deux possibilités, c'est-à-dire deux solutions envisageables, que ce soit l'action sur le T0, c'est-à-dire les impôts donc autonomes, ou bien l'action sur le petit t, c'est-à-dire la proportion marginale, le taux marginal d'imposition, pardon. Donc on va essayer donc d'attaquer la première action, c'est-à-dire l'action sur T0. Voilà. Donc la demande globale, bien sûr, on va réécrire encore une fois dans la demande globale, c'est-à-dire consommation plus investissement plus G, plus les dépenses publiques, plus les exportations moins les importations. Mais cette fois-ci, il faut faire attention qu'on va calculer, qu'on va garder la fonction de T comme une variable sur laquelle on va agir. D'accord. Voilà, donc j'ai simplifié ce travail. Donc il convient d'abord d'écrire la fonction globale, la fonction de la demande globale de plein emploi. Mais là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer que j'ai gardé T0 à inconnu. Donc parce que mon objectif c'est calculer ce T0 qui va nous permettre d'atteindre le niveau de plein emploi. Les autres variables, ils ont resté inchangées. D'accord. Voilà, donc 0,5, là c'est la fonction de la consommation. J'ai introduit ici donc les recettes fiscales, moins les recettes fiscales pour passer des revenus disponibles aux revenus, mais j'ai gardé T0 inconnu. D'accord, donc on va simplifier cette écriture là. Donc on va introduire 0,5 sur tous ces éléments, 0,5y, moins 0,5 T0, moins 0,1, moins 400i, moins 0,2, plus 1200. D'accord, donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc voilà, bien sûr, la demande globale de plein emploi c'est toujours 1400. Donc le seul élément qui est inconnu ici, donc c'était 0, donc on va le calculer simplement. Donc 0,5 T0 égale donc 0,2y moins 400i plus 1200 moins y de plein emploi. Donc simplifiant tout ce travail là, donc on aura une valeur donc de 82,24. donc pour que la demande globale s'établisse au niveau de plein emploi, il faut que la fonction des recettes fiscales s'écrit comme suit. D'accord, donc P égale 0,2y. Donc j'ai pas touché donc la partie variable, la partie donc variable des recettes fiscales, mais seulement on a agi
on a agi sur T0. Donc maintenant, donc c'est plus T0 initial, mais c'est la nouvelle valeur de T0 qu'on a calculé, donc 82,24. Donc la nouvelle fonction de T qui permet d'atteindre le niveau de plein emploi, c'est 0,2y plus 82,24. Voilà. Maintenant, on va voir comment agir sur le deuxième possibilité, c'est-à-dire l'action sur l'auto marginal d'imposition petit t. On va faire le même travail, seulement cette fois-ci on va essayer de calculer le nouveau petit t qui va nous permettre d'atteindre le niveau de plan bas. C'est plus t0 mais c'est petit t. Le même mécanisme, la même démarche, la même méthodologie. Donc la même chose, donc la demande globale on va la écrire, mais seulement regardez bien que j'ai gardé petit t inconnu. T0 c'est T0 initial, c'est ça. Voilà, donc de la même façon, vous allez faire le même travail. Le seul élément qui manque, c'est petit t. On va le calculer. Donc on aura au total, donc t égale 0,1873. Donc j'ai gardé 4 chiffres après la virgule. On peut donc prendre 2 chiffres, 3 chiffres, c'est pas grave, donc ça ne changera rien. Voilà, donc on aura donc finalement donc une nouvelle fonction, donc de la recette fiscale qui s'écrit donc 0,1873 y plus 100. Regardez bien, T0 n'a pas changé, c'est T0 initial, c'est-à-dire 100. Donc je répète encore une fois comment on a procédé. Donc on écrit d'abord la fonction de la demande globale, c'est-à-dire la consommation plus investissement plus dépenses publiques plus exportation moins importation. Donc on va remplacer tous les éléments par leur valeur. Au niveau des recettes fiscales, on va garder petit t inconnu. Donc l'objectif c'est calculer le petit t qui va nous permettre d'atteindre le niveau de plan de poste. Donc c'est l'inconnu qu'on va chercher, qu'on va essayer de calculer. On simplifie cette écriture là, on aboutit finalement à une équation où le seul variable ou le seul élément qui est inconnu c'est petit t. On va le calculer. Donc au total on aura, faites attention, on ne peut pas agir à la fois sur petit t et t0, donc que ce soit l'action sur t0 ou bien l'action sur petit t. Si on garde petit t constant, donc on va agir sur t0 comme nous l'avons fait dans l'action sur t0. Sinon l'action sur petit t, donc on va garder t0 constant, c'est-à-dire t0 initial. Voilà, donc maintenant la question 4, on va essayer de déterminer le taux d'intérêt et l'offre de monnaie compatible avec le plan d'emploi. Voilà, donc bien sûr on va essayer de revenir à la fonction de l'IS qu'on a déterminé dans la première question, y égale 1437,5 moins 500i. D'accord, donc on va essayer de calculer cette fois-ci donc le taux d'intérêt qui va nous permettre d'atteindre le niveau de plein emploi, donc 1437,5 moins 1400 divisé par 500, donc on aura donc un taux d'intérêt de 7,5. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que le taux d'intérêt bien sûr a baissé, donc c'est logique. Donc une offre de monnaie donc va conduire, pour atteindre le niveau de plein emploi va bien sûr se répercuter sur le marché monétaire à travers une baisse de taux d'intérêt qui passe de 9,72 à 7,5%. Voilà. Donc on calcule donc le niveau de l'offre de monnaie compatible. Donc offre de monnaie égale demande de monnaie. Donc on remplace dans la fonction de la demande de monnaie y par le niveau de plan d'emploi, donc 1400, et le taux d'intérêt compatible avec le plan d'emploi, c'est-à-dire 7,5, et on aura donc une offre de monnaie qui s'élève à 2050. Voilà donc les deux valeurs donc de I et de MO qui permettent bien qu'ils sont compatibles avec le niveau de plan d'emploi. Je répète encore une fois, donc pour retrouver le taux d'intérêt et l'offre de monnaie compatible avec le plan d'emploi, il convient de revenir à la fonction de l'équilibre sur le marché des biens et services, donc et calculer le taux d'intérêt en introduisant le revenu de plan d'emploi, c'est-à-dire 1400. Et vous aurez donc d'abord vous allez calculer I, et par la suite vous allez revenir à la fonction de la demande de monnaie LP plus LS, remplacer Y par sa valeur de plein emploi et I avec sa valeur de plein emploi, et vous allez calculer donc le niveau de l'offre d'emploi compatible avec avec bien sûr l'offre de monnaie avec compatible avec le plein emploi. Donc mais il faut faire attention pour s'assurer que les résultats sont corrects.
il faut que le taux d'intérêt soit inférieur par rapport au taux d'intérêt initial s'il s'agit bien sûr d'une politique monétaire de relance, puisque toute augmentation de l'offre d'emploi va se traduire automatiquement par une baisse de taux d'intérêt. Donc on n'aura jamais une valeur de taux d'intérêt de plan d'emploi supérieure à celle de l'équilibre initial, s'il s'agit bien sûr d'un équilibre déflationniste. Toujours, toute augmentation de l'offre de monnaie va se traduire par une baisse de taux d'intérêt, puisque l'offre de monnaie est liée indirectement au taux d'intérêt. Toute augmentation de l'offre va se traduire par une baisse de taux d'intérêt et inverseur. Voilà, quelles sont les valeurs, les nouvelles valeurs des endogènes de son système. Donc on va cette fois-ci donc recalculer les éléments endogènes, tout en prenant en considération les valeurs de plein emploi, c'est-à-dire le revenu de plein emploi 1400 et le taux d'intérêt de plein emploi 7,5%. Donc comme nous l'avons fait tout à l'heure, on va calculer T, c'est-à-dire le niveau des recettes fiscales, 100 plus 0,2 fois 1400 égale 3080. Donc 1400 c'est le revenu de plein emploi, puisque les recettes fiscales sont fonction de revenus. D'accord, donc Y c'est Y moins T, donc 1400 moins 380 c'est 1020. La consommation, bien sûr, la consommation, vous pouvez remarquer que les niveaux de consommation vont augmenter puisque ils sont en fonction du revenu. Donc puisque le revenu a augmenté, automatiquement le revenu disponible va augmenter, automatiquement la consommation va augmenter. D'accord, bien sûr, 200 plus 0,5 Y moins 100 I, donc on aura 702,5. Donc on calcule maintenant l'épargne. N'oubliez pas l'épargne, il faut le calculer, il ne faut pas l'oublier. Donc le revenu disponible moins la consommation, 1200, c'est-à-dire le revenu disponible moins la consommation. Bien sûr, les importations de la même chose, 0,5 Y plus 100, Y c'est 1400. Faites attention, les nouvelles valeurs doivent être calculées sur la base des valeurs de plein emploi, c'est-à-dire le revenu de plein emploi 1400 et le taux d'intérêt de plein emploi 7,5%. Le niveau, bien sûr, de l'investissement également, la demande de monnaie transactionnelle et la demande de monnaie spéculative. Voilà. Donc 1400 ici 7,5, puisque la demande de monnaie transactionnelle est fonction de revenus, alors que la demande de monnaie spéculative est fonction du taux d'intérêt. Voilà. Bien. Voilà, on passe maintenant à l'exercice numéro 4. On aura maintenant une nouvelle économie caractérisée par les éléments suivants, par les fonctions suivantes: consommation, la même façon, consommation, investissement, recettes fiscales, offre de monnaie, dépenses publiques et bien sûr la demande de monnaie. Cette fois-ci, donc, cet exercice sera donc divisé en sous-parties. On va introduire donc les échanges extérieurs ou bien le reste du monde à la fin de cet exercice. Donc, première question, donc question classique. Écrire la relation d'équilibre sur le marché des biens et services et de la monnaie. D'accord. Sur le marché des biens et services, bien sûr, IS, donc la demande globale égale consommation plus investissement plus dépenses publiques. Remplaçons consommation par sa fonction, I par sa fonction et G par leur valeur. Donc 0,2. Donc pour cet espace-là, donc 0,8 Y plus 200 plus 400. 400 moins 300 I plus 1000, c'est-à-dire les dépenses publiques. Voilà, donc simplifions, donc il faut faire attention, on va soustraire ici donc les recettes fiscales, moins 0,5 Y moins 200. Voilà, simplifions tout ce travail-là et on aura un final, donc Y en fonction de I, c'est-à-dire la fonction sur le marché des biens et services, l'équilibre sur le marché des biens et services, Y égale 3600 moins 750 I. C'est la fonction de l'équilibre sur le marché des biens et services l'IS. D'accord. De la même méthode qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va commencer par l'écriture de la fonction de la demande globale. On place chaque élément par sa fonction et on simplifie les écritures pour aboutir finalement à l'équation de l'IS. Maintenant sur le marché monétaire, L égale M, donc L c'est-à-dire elle est donnée ici donc comme suit 0,2 Y plus 590 moins 400 I égale 1200. Essayons donc d'écrire Y en fonction de I, c'est-à-dire la fonction d'équilibre sur le marché monétaire. Y égale 3050 plus 2000 I. Voilà. Maintenant donc
quantifier les variables, la quantification des variables d'équilibre de ce modèle. Donc d'abord, il faut calculer le revenu d'équilibre et le taux d'intérêt d'équilibre. Donc à l'équilibre, bien sûr, IS égale à LM. Donc on va essayer donc de déduire le niveau du taux d'intérêt qui correspond à l'équilibre. Donc IS c'est 3600 moins 750i, LM c'est 3050 plus 2000i. Donc calculons le i, donc on aura i d'équilibre de 20%. Remplaçant i par sa valeur dans la fonction de l'IS, c'est-à-dire le marché des biens et services, on aura un revenu d'équilibre de 3450. Calculons maintenant les valeurs, les endogènes de son modèle. Bien sûr, les endogènes, on commence toujours par les recettes fiscales, par la suite le revenu disponible, puis la consommation, l'épargne, les importations, s'il y en a, la demande de monnaie, l'investissement, etc., etc. Donc tous les éléments donc, qui sont considérés comme des endogènes sur les. Je répète et je rappelle encore une fois, les endogènes, c'est les éléments sur lesquels l'État peut agir. C'est-à-dire, on va pas calculer quelque chose qui est stable, qui est constant. Par exemple, ici, on va pas essayer de calculer G parce que G c'est donné, c'est exogène. D'accord. Voilà, donc on va calculer seulement les éléments qui sont en fonction que ce soit du Y ou bien qui sont en fonction du I. Donc pour les recettes fiscales, P c'est 0,25 Y plus 200, on remplace Y par sa valeur d'équilibre, 3450, et on aura donc la valeur de T. Donc Y c'est Y moins T, donc Y c'est la valeur, c'est 3450 qu'on a calculé, moins 1062,5, on aura donc 2387,5. La consommation, on a sa fonction, mais faites attention, il faut faire attention et éviter le piège. On va remplacer donc Y par ça, et non pas Y. C'est des erreurs qu'on peut commettre, donc parce que ici la consommation est fonction de YT, non pas en fonction de Y. Donc on va remplacer Y par sa valeur au niveau du revenu disponible et non pas par la valeur du revenu d'équilibre. D'accord. L'épargne c'est le revenu disponible moins la consommation et non pas le revenu moins la consommation. D'accord. Le I, donc vous avez sa fonction 400 moins 300i, donc I c'est 20%. On aura un investissement de 340. La demande de monnaie, donc vous avez 0,2 Y plus 500 moins 400i. On remplace Y et I par leur valeur et on aura donc une demande de monnaie de 1200. Voilà. Quelle est la nature de l'équilibre? Bien sûr, la nature de l'équilibre revient donc à déterminer s'il s'agit d'un revenu d'un équilibre de sous-emploi qui correspond à un écart déflationniste ou bien à un équilibre de suremploi qui correspond à un écart inflationniste. Donc je répète encore une fois, un équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire un écart déflationniste, exige une intervention de l'État à travers une politique de relance. Alors que lorsqu'il s'agit d'un équilibre de sous-emploi, de suremploi ou bien d'un écart inflationniste, l'État doit intervenir pour stabiliser la situation économique. On parle ici d'une politique de stabilisation. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une politique monétaire ou bien d'une politique de rigueur. Voilà, qu'on a déjà expliqué dans la première vidéo, la vidéo qui correspond à la série numéro 1. Voilà. Donc on calcule la demande globale. Donc la demande globale c'est déjà calculé dans la première question. 0,6 Y plus 1440 moins 300i. Remplaçant Y par sa valeur de plan d'emploi. On a donc le revenu de plan d'emploi c'est 3500. D'accord. On aura donc une demande globale de 3480. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque donc le revenu de plan d'emploi, elle est là, c'est 3500. La demande globale de plan d'emploi c'est seulement 3400. On aura un équilibre déflationniste qui correspond à un équilibre de sous-emploi qui s'élève à 20. Voilà. Donc bien sûr, je répète, donc demande globale c'est 3480, l'offre globale de plan d'emploi c'est 3500, la demande globale étant inférieure par rapport à l'offre globale de plan d'emploi, ce qui permet de dire qu'il y a un écart déflationniste ou bien un équilibre de sous-emploi qui s'élève à 20. Donc l'État maintenant doit intervenir à travers une politique de relance, que ce soit une politique fiscale, une politique budgétaire, une politique budgétaire, que ce soit l'action sur les dépenses publiques ou bien les recettes fiscales, une politique bien sûr monétaire, ou bien une politique des échanges extérieurs. Voilà.
évaluation de la politique budgétaire. On va maintenant essayer de voir comment l'État doit utiliser son arme budgétaire, la politique budgétaire. De la même façon, on va essayer donc de voir comment doivent augmenter donc les dépenses publiques G pour atteindre le niveau de plein emploi. On a ici donc deux possibilités, que ce soit l'action sur G ou bien l'action sur P. On commence par analyser donc l'action sur G. Donc on va essayer donc de calculer le delta G qui permet d'avoir un équilibre de plan d'emploi. Donc on a fait la même chose dans l'exercice numéro 3. Donc la demande globale s'écrit toujours consommation plus investissement plus dépenses publiques plus delta G. D'accord. Donc on aura donc delta G, c'est l'inconnu, donc 3500 moins 0,6, 3500 moins 1440 plus 300 fois 20%. Donc, et vous calculez donc delta G. Remarquez bien là, une petite chose, c'est que l'augmentation de delta G correspond parfaitement à l'écart déflationniste qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 20. D'accord. C'est un astuce qui va vous permettre de s'assurer que vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Donc delta G égale 20. Donc il faut que les dépenses publiques augmentent de 20 pour atteindre le niveau de plan d'emploi, tout simplement. Donc je répète, donc écrivez la fonction de la demande globale, consommation plus investissement plus G, plus l'augmentation nécessaire de delta G qui permettra d'atteindre le niveau de plein emploi. Remplacez tous les par leur valeur d'équilibre de plein emploi, 3500 et le taux d'intérêt, etc. Et vous aurez donc la valeur de delta G. Maintenant, on va essayer de voir bien sûr l'évaluation de la politique monétaire. Comment on doit bien sûr varier donc la politique monétaire, donc les variables monétaires, c'est-à-dire le taux d'intérêt nécessaire pour atteindre le niveau de plein emploi. On calcule donc le taux d'intérêt d'équilibre sur le marché des biens et services. D'accord. Donc nous avons sur le marché des biens et services qui s'écrit les IS 3600 moins 750I de plein emploi. Donc calculons ce I qui va bien sûr qui va nous permettre d'atteindre le niveau de plein emploi. Donc Y de plein emploi égale 3600 moins 3500, 3500, donc c'est le revenu de plein emploi, divisé par 750, on aura un taux d'intérêt de 13,33%. Voilà, c'est inférieur par rapport au taux d'intérêt d'équilibre qui est 20%. Donc calcul de l'offre de monnaie correspondante, donc on remplace donc offre de monnaie égale demande de monnaie, on remplace donc dans la fonction de la demande de monnaie, donc Y par la valeur de plein emploi 3500 et le taux d'intérêt 13,33%, et on aura une offre de monnaie qui s'élève à 1237. D'accord. Je répète encore une fois pour calculer donc les éléments monétaires, donc c'est-à-dire le taux d'intérêt et l'offre de monnaie, on va revenir à la fonction de l'IS qu'on a déjà calculé dans la première question, 3600 moins 750i, et vous calculez I qui va nous permettre d'atteindre le niveau de plein emploi. Donc I égale, donc remplacer Y de plein emploi par sa valeur, c'est 3500, le voilà, 3500. Donc I 750i égale 3600 moins 3500, donc I égale 3600 moins 350, 3500 divisé par 750 égale 13,33%. Et vous allez par la suite sur la fonction de l'offre de monnaie, de la demande de monnaie, donc la demande de monnaie s'écrit 0,2 Y plus 500 moins 400i, remplacez I par sa valeur 13,33 et Y par sa valeur de plein emploi 3500, et vous aurez donc une offre de monnaie de 1237. Voilà. Évaluons maintenant la politique fiscale. Donc, nous avons vu dans la première question, la question 4, l'action sur les dépenses publiques. Par la suite, nous avons vu l'action sur les variables monétaires. Maintenant, on va voir l'action sur l'utilisation de la politique fiscale. Donc, nous avons deux possibilités, que ce soit l'action sur T0 ou bien l'action sur le petit t. On va voir comment on doit varier donc T0 pour avoir le niveau de plein emploi. Donc, de la même façon, vous allez mettre la demande globale égale Y égale C plus I plus G. Donc l'inconnu sur lequel on va agir maintenant, c'est T0. D'accord. Donc c'est le seul élément qui manque. Donc on va le calculer. On va calculer donc le T0 qui permettra d'atteindre le niveau de plein emploi. Donc simplifiant, donc Y de c'est Y moins T. Alors on va garder T0 inconnu ici. Vous allez simplifier donc entre 0,2, 0,8 Y moins 0,8 fois 0,25 c'est 0,2 Y moins 0,8 T0 et ainsi de suite. Donc, et vous allez par la suite calculer donc T0, donc c'est 175. Donc on aura une nouvelle fonction des recettes fiscales qui s'écrit 0,25Y plus 175. Donc on aura une nouvelle valeur de T0 qui permettra d'atteindre le niveau de plein emploi. Voilà.
Et faites attention, il ne s'agit pas d'une augmentation, c'est pas delta, c'est pas une augmentation, mais c'est une nouvelle valeur de T0. D'accord, faites attention, vous allez supprimer la valeur initiale et la remplacer par la nouvelle valeur de T0, 175. D'accord, maintenant la deuxième possibilité, la deuxième voie, on va agir sur le petit t, la même méthode, donc seulement cette fois-ci, donc l'élément qu'on va essayer de quantifier, c'est petit t. D'accord, j'ai essayé d'utiliser donc la méthode de multiplicateur, donc on sait que le multiplicateur de recette fiscale s'écrit donc kt égale 1 sur moins c plus ct, donc remplaçant ici donc chaque élément par sa valeur, seulement l'élément qui manque c'est petit t. D'accord, on a fait la même chose donc dans la série numéro 4 et la série numéro 5 dans sa première partie. Donc seulement cette fois-ci j'ai essayé d'utiliser la méthode de multiplicateur parce que c'est une méthode pour ne pas travailler donc durant cet exercice seulement avec une seule méthode, c'est-à-dire la méthode globale. D'accord, donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc on a le petit c, on a le i, on a donc tous les éléments, seulement cette fois-ci on va calculer petit t. Essayez de simplifier tout ce travail là et vous aurez finalement un petit t qui s'élève à 0,24. J'ai gardé seulement deux chiffres après la virgule. Donc là, finalement, donc la nouvelle fonction de recette fiscale s'écrit 0,24 y plus 200. T, 200 c'est la valeur initiale de T0, ça n'a pas changé. On a agi seulement sur le petit t. D'accord, voilà, donc vous pouvez trouver la même valeur en utilisant, vous pouvez faire, je pourrais donc bien sûr vous répondre en laissant vos commentaires. Donc faites le même travail avec la méthode globale et vous devez trouver finalement une valeur de t qui s'élève à 0,24. donc je répète encore une fois, pour toute réaction, pour toute question, je suis là pour vous répondre, que ce soit sur la page Facebook que vous savez tous, ou bien sur la plateforme. C'est mieux d'utiliser la plateforme, c'est officiel et c'est plus pratique. Mais de toute façon, je suis disponible pour répondre à vos questions sur la page Facebook. Donc si vous avez des questions à poser, si vous avez des problèmes à poser, donc je suis là pour vous répondre. Seulement, je ne peux pas publier donc sur la page Facebook les vidéos parce que l'administration exige à ce que les fichiers, à ce que les cours devraient donc publier sur la page officielle de la faculté. C'est pour ça et non pas pour une autre raison. D'accord, donc pour toute question, pour toute réaction, je suis là pour vous répondre. D'accord. Voilà, donc maintenant on va essayer donc la question grand C, donc on va essayer d'évaluer la politique de dépenses publiques et préserver l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire quoi? Donc il faut d'abord décortiquer cette question pour comprendre sa signification. Donc on a une action sur les dépenses publiques tout en gardant l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre entre recettes fiscales et dépenses publiques. Pour garder l'équilibre budgétaire, l'État doit augmenter ses dépenses publiques tout en finançant cette augmentation à travers une augmentation parallèle des recettes fiscales. Là, ça va nous rappeler donc l'équilibre de Havel. D'accord, c'est-à-dire l'État augmente ses dépenses publiques, mais cette fois-ci, donc l'augmentation des dépenses publiques ne sera pas financée par le recours sur le marché monétaire, mais sera financée par une augmentation parallèle des recettes fiscales. D'accord, donc afin de préserver son équilibre budgétaire, l'État doit recourir à une augmentation des dépenses publiques financée intégralement, totalement par des recettes fiscales équivalentes. Donc dans ce cas, il convient donc d'appliquer le théorème de Havel. D'accord, le théorème de Havelman, donc on a deux possibilités de situation, que ce soit t différent 0 ou bien t égale à 0. Dans notre cas, t est différent à 0 puisque t est égal à 0,25. Donc vous devez consulter le cours. Donc si t est différent à 0, donc le niveau de delta G qui est financé par une augmentation parallèle de recette fiscale s'écrit comme suit. Donc delta G égale delta Y divisé par 1 moins C divisé par 1 moins C plus CT. Donc vous avez cette formule dans votre cours. Essayez de revenir sur le cours, d'accord. Donc c'est le niveau. Donc là c'est le théorème de Havelman qui stipule que afin de préserver son équilibre budgétaire, l'État doit recourir à une augmentation des dépenses publiques qui sera financée totalement par une augmentation parallèle des recettes fiscales, tout en préservant bien sûr son équilibre budgétaire. Donc le delta G dans ce cas s'écrit
on n'a pas donc le temps pour revenir aux démonstrations. Vous avez la démonstration sur le cours. Donc delta G divisé par cette valeur là. Donc remplacer donc delta G, c'est quoi? C'est 3500 moins 3450 divisé par 1 moins C, 1 moins 0,8, 1 moins 0,8 plus 0,8 fois 0,25. Et vous aurez delta G égale à 100. Donc afin de préserver donc son équilibre budgétaire, l'État doit recourir à une augmentation de dépenses publiques de 100. Voilà. Maintenant, la dernière question consiste à évaluer donc la situation donc de ce modèle tout en introduisant les variables étrangères, c'est-à-dire les exportations et les importations. Donc les exportations s'élèvent à 500, les importations, leur fonction s'écrit 0,2y plus 50. On va calculer une nouvelle valeur de l'équilibre, bien sûr. Donc la demande globale va changer dans ce cas. Donc la demande globale s'écrit consommation plus investissement plus dépenses publiques plus exportation moins importation. Donc on va essayer donc de simplifier donc la demande globale. Donc la demande globale s'écrit dans ce cas. Tout simplement, il convient d'introduire les deux valeurs de x et de m, tout simplement, puisque vous avez déjà la première partie de la demande globale qu'on a calculée, elle est là. Donc 0,6y plus 1440 moins 300 jusqu'à là, jusqu'ici, pardon. Vous devez ajouter donc le niveau des exportations, c'est 500, moins les importations, moins 0,2y, moins 50. Et simplifiant cette écriture, on aura la fonction de la demande globale qui s'écrit 0,4y plus 1890 moins 300y. D'accord. Donc sur le marché des biens et services, on va essayer donc de calculer bien sûr la nouvelle fonction d'IS, de marché des services, c'est-à-dire y en fonction de i. Je m'excuse ici, il y a un petit i qui manque, je m'excuse, un petit i, donc c'est 3150 moins 500 i. D'accord. Essayez de l'ajouter s'il vous plaît, donc 500 i, et non pas 500. Puisque ça n'a rien à voir, cette écriture n'a pas de sens. Donc on va essayer d'écrire y en fonction de i, et non pas en fonction de, et non pas quantifier y. Donc je m'excuse encore une fois, il y a un petit i qui manque ici. Donc on va le corriger par la suite. Sur le marché monétaire, bien sûr, pas de changement. Donc y égale 3050 plus 2000i. Donc à l'équilibre is égale LM, donc là j'ai introduit le petit t, pardon, je m'excuse encore une fois, 3150 moins 500i, d'accord, égale 3050 plus 2000i, donc calculons i, d'accord, i d'équilibre c'est 3150 moins 3050 divisé par 2500, on aura donc un taux d'intérêt de 4%. Et on calcule par la suite donc le revenu d'équilibre, donc 3150 moins 500i, donc c'est-à-dire 3130. Voilà. La quantification des endogènes, donc maintenant on va essayer de recalculer encore une fois donc T, Y, D, la consommation, l'épargne, l'investissement, la demande de monnaie transactionnelle, la demande de monnaie spéculative, en prenant en considération les nouvelles valeurs d'équilibre, c'est-à-dire un taux d'intérêt de 4%, d'accord, et un revenu d'équilibre qu'on a calculé tout à l'heure. Donc c'est pas la peine de refaire ce travail là puisqu'on a fait la même chose. Donc 0,25 fois 3130, je répète encore une fois, c'est la valeur du revenu d'équilibre, d'accord. Et vous allez par la suite calculer YD, le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est le revenu moins les recettes fiscales. La consommation, c'est quoi? C'est 0,8 YD plus 200. L'épargne, c'est le revenu disponible dans la consommation, et ainsi de suite. Voilà. Évaluation donc du solde budgétaire et du solde commercial. Donc on va essayer de voir comment le solde budgétaire a varié et comment le solde commercial a changé. Donc le solde de la balance commerciale s'écrit donc exportation moins importation, donc 0,2 3130 plus 50, donc ça va donner 676. Puisque les importations sont données, les exportations sont données, c'est 500, donc on aura une balance commerciale déficitaire, donc 500 moins 676, c'est-à-dire moins 167. Donc il s'agit donc d'une balance commerciale déficitaire.
Voilà, donc je répète pour le solde budgétaire. Donc le solde budgétaire c'est simple, je ne l'ai pas introduit dans le diapo, donc je m'excuse. Donc pour le solde budgétaire, vous avez déjà le niveau des dépenses publiques et vous avez les recettes fiscales et qu'on vient de faire T moins. Donc c'est quoi le solde budgétaire? C'est les recettes moins les dépenses, c'était 982,5 moins le niveau de G il est constant, d'accord, il est constant, et vous allez calculer donc le niveau de recettes du solde budgétaire. Donc je répète encore une fois parce que ici j'ai calculé seulement le solde commercial. Je sais pas, il y avait une petite erreur au niveau de l'enregistrement. Normalement je devrais calculer ici donc le solde budgétaire, mais c'est pas grave, c'est pas difficile. Donc le solde budgétaire s'écrit recettes fiscales moins dépenses budgétaires, moins dépenses, pardon, les dépenses publiques bien sûr. Donc pour les recettes fiscales, c'est calculé donc dans la question numéro 7, c'est T, d'accord. Pour G et les données, donc c'est constant. Donc vous allez tout simplement calculer T moins G et vous aurez donc la valeur du solde budgétaire. Pour toute question, je répète encore une fois, je suis prêt pour vous répondre, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur la plateforme, n'hésitez pas. Donc il reste seulement une série, c'est la série numéro 6 qui se rapporte au chapitre qui traite l'équilibre classique. À part ça, donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.